Les matins de France Culture. Guillaume Erner. L'intelligence artificielle. On revient sur l'affaire Sam Altman pour vous expliquer en quoi cette affaire marque une date. Sam Altman, c'est le fondateur d'OpenAI. Il a été limogé de sa propre entreprise, puis réinstallé en grande pompe quelques jours après grâce aux principaux investisseurs. Bon, jusqu'ici, c'est quelque chose qui concerne essentiellement Sam Altman, sa famille, l'entreprise qui l'emploie, mais en réalité, tout ceci pourrait bien nous concerner. Olivier Alexandre, bonjour, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS et on vous doit notamment La Tech quand la Silicon Valley refait le monde aux éditions du Seuil. Pourquoi cette affaire est-elle une affaire importante pour nous tous? On a parlé finalement de deux visions de l'intelligence artificielle qui s'affrontent. Oui, effectivement. Alors, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière à San Francisco, je pense qu'il faut faire un petit pas de recul, notamment sur la genèse de l'entreprise. La genèse de l'entreprise, c'est 2015, plus exactement 2014. Il se passe deux choses en 2014. La première chose, c'est que Google rachète DeepMind. Et du coup, Google se retrouve dans une position de monopole, du moins dans une position extrêmement préférentielle dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'autre chose qui se passe en 2014, c'est la publication par Nick Bostrom de Superintelligence. Nick Bostrom, c'est une grande figure transhumaniste, long-termiste, qui a un écho très important dans les milieux technologiques et notamment de la Silicon Valley. Et il présente à ce moment-là l'intelligence artificielle vraiment comme un risque existentiel majeur pour l'humanité. Et ces deux événements ont une incidence assez importante dans la vallée, mais aussi dans l'esprit d'un entrepreneur bien connu, puisqu'il s'agit d'Elon Musk, qui se dit que si Google est en position préférentielle et si l'intelligence artificielle en vient à être un risque majeur pour l'humanité, il y a du souci à se faire et il faut à tout prix créer une alternative. Et cette alternative, il va la créer avec Sam Altman, qui est un jeune entrepreneur, plus exactement un jeune entrepreneur d'entrepreneurs, puisqu'il est président du principal accélérateur de la Silicon Valley. C'est quelqu'un qui est très jeune, mais très reconnu. C'est déjà une star à ce moment-là, même s'il est né en 1985. Et ils vont fonder tous les deux OpenAI à partir d'un certain nombre de principes, faire du non-profit, c'est-à-dire une fondation qui visera pas le profit, faire placer la recherche et la sécurité au cœur de l'entreprise, et puis aussi travailler sur un principe de libre partage, d'où la notion de open. Ce créneau-là, il va suivre un premier virage en 2019 pour différentes raisons. La principale raison, c'est que il commence à produire des ressources, de la propriété intellectuelle qui peuvent pas privatiser. Du coup, il y a un enjeu industriel important. La deuxième limite, c'est que il faut de la matière, il faut des moyens techniques et des supercalculateurs. Et là encore, il se trouve un petit peu limité parce que faire de l'intelligence artificielle, c'est brasser énormément de données. Et puis peut-être la troisième limite, c'est recruter des gens et les conserver, ce qui est un enjeu majeur dans la Silicon Valley où il n'y a pas de chômage et où la chasse au talent est vraiment extrêmement intensive. Du coup, il faut un partenariat qu'on pourra juger étonnant avec Microsoft en 2019 qui apporte 1 milliard, qui met à sa disposition ses supercalculateurs. Et déjà à ce moment-là, en fait, dans le petit monde de la Silicon Valley, c'est perçu comme un virage important, alors qui touche pas le grand public parce que OpenAI n'est pas devenue ce qu'elle est devenue. Elle est devenue ce qu'elle est devenue à partir de l'année dernière, quand ils ont lancé un produit grand public et que beaucoup de gens ont pu commencer à s'amuser, à s'enthousiasmer, parfois à prendre peur avec une solution d'intelligence artificielle. Donc c'est ce fameux robot conversationnel qui a finalement propulsé l'intelligence artificielle dans une nouvelle phase. On l'a tous sous nos yeux, c'est l'application qui s'est diffusée le plus vite et Dieu sait qu'il y a eu des applications, Olivier Alexandre. Oui, exactement. C'est je crois, en 5 jours, ils ont atteint 1 million d'utilisateurs, ce que Airbnb avait mis 3 ans pour atteindre. Donc, c'est une vitesse de pénétration extrêmement rapide. Les chiffres de la semaine dernière, par exemple, c'est 100 millions d'utilisateurs par semaine. Et surtout, qui est un point essentiel, c'est 2 millions d'utilisateurs chez les développeurs. Les développeurs, c'est cette catégorie professionnelle qui est encore mal connue, mais qui est devenue extrêmement stratégique dans les économies modernes, qui font des applications et bien d'autres choses, qui peuvent être indépendants, travailler avec des entrepreneurs, dans des entreprises ou pas. Et 2 millions sur une population globale des entrepreneurs, des développeurs, qu'on estime à 30 millions, c'est vraiment colossal. Et en fait,
Ce qui s'est passé la semaine dernière est un peu la résultante du Dev Day, la conférence adressée aux développeurs qui s'est tenue il y a 3 semaines à San Francisco, où Sam Altman était vraiment le maître de cérémonie, qui s'est fait au même moment que l'APEC, le grand rassemblement des gouvernants des pays du Pacifique, et qui a eu un très très grand succès auprès des développeurs, où Sam Altman a annoncé tout un tas de produits et d'innovations. Il faut dire aussi, Olivier Alexandre, que si on sait rédiger un prompt, je vais vous proposer d'ailleurs de nous dire ce qu'est un prompt, on peut, grâce à ChatGPT, faire de la programmation. Absolument, on n'a plus besoin de savoir programmer pour faire de la programmation, ce qui est un vrai espoir pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui veulent faire de l'application. Et un prompt, c'est ce qu'on appelle en informatique une requête, c'est-à-dire qu'on envoie un certain nombre d'instructions et la machine peut programmer ou répondre à partir de cette requête. On a dit qu'il y avait dans cette lutte entre Sam Altman et son précédent conseil d'administration, celui-ci a été renouvelé, une lutte entre les méchants, lui serait un méchant, et les gentils, parce qu'on aime bien les choses un peu binaires. Qu'en est-il réellement, les méchants étant ceux qui considèrent que l'intelligence artificielle ne doit avoir aucune limite? Non, mais la question de la morale, elle est posée en fait dès l'origine d'OpenAI, puisque quand ils créent avec Elon Musk OpenAI, ils disent que l'objectif c'est que l'intelligence artificielle, je cite, ne tombe pas dans les mains des bad guys. Donc il y a vraiment une vision comme ça morale très forte. Et c'est pour ça qu'ils ont placé la recherche d'une part et la sécurité d'autre part comme 2 priorités de l'entreprise. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les annonces dont je parlais, qui sont intervenues il y a 3 semaines, correspondent vraiment à une très forte accélération du produit, parce que ce qu'ils proposent notamment, c'est de rendre accessible l'API. Ça, c'était déjà un peu le cas, mais ils ouvrent encore un peu plus. L'interface de programmation qui permet de faire ses propres programmes et de personnaliser ChatGPT, et du coup, que d'une certaine façon, chaque développeur puisse avoir leur propre ChatGPT. Ce qui, en fait, laisse ouvrir une perspective où il va y avoir une explosion et une individualisation du service qui permettra pas forcément à la sécurité de suivre. En fait, je pense l'opposition qui s'est développée à la tête d'OpenAI n'est vraiment de là, c'est-à-dire entre des gens qui sont vraiment issus de la Silicon Valley, qui considèrent qu'il faut faire du produit pour l'optimiser et le rendre accessible au plus grand nombre, versus des gens qui veuillent absolument veiller à la sécurisation du produit. Et puis alors, il y a quelque chose de merveilleux dans cette histoire-là, c'est un vrai conte moderne, parce que on explique que l'intelligence artificielle va supplanter la plupart d'entre nous, mais il y en a un au moins qui n'est pas supplanté, c'est Sam Altman, puisque au gré donc de ces mouvements, à un moment on a cru qu'il allait aller à Microsoft, le cours de Microsoft s'est envolé, c'est-à-dire on voit à quel point un homme vaut des fortunes, tandis que tous les autres, ceux qui travailleraient donc à OpenAI avec lui, seraient des clampins absolument dénués de toute valeur, Olivier Alexandre. Oui, alors ça c'est vraiment un produit de l'histoire de la Silicon Valley où l'entrepreneur personnalise l'entreprise, parce que c'est à la fois son visage, c'est sa parole, c'est aussi sa caution morale, et en l'occurrence Sam Altman il sécurise beaucoup, il sécurise les investisseurs, mais il sécurise aussi les employés. Il vous a pas échappé qu'il y a eu une lettre de signature, une campagne de pétition pour soutenir Sam Altman, qui a à peu près rassemblé la totalité des employés d'OpenAI, et bon, il y a plusieurs enjeux, mais ils ont confiance en Sam Altman, et puis ils savent aussi que si Sam Altman quitte le navire, les différentes options laissées à l'entreprise se traduiraient plutôt par une perte de leur capital, de leur travail, et une dilution de la valeur d'OpenAI. Du coup, il y avait plus vraiment d'alternative, y compris pour les gens qui ont essayé de le mettre dehors. Mais question difficile, est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est une forme de symbole? Mais parfois les symboles sont importants. Hein. En fait, le verre est dans le fouet à partir du moment où l'organisation non-profit est devenue une entreprise. À partir du moment où c'est une entreprise, c'est devenu un produit standard d'une certaine façon de la Silicon Valley, où effectivement il n'y a pas d'autre choix et modèle que sortir du produit le plus vite possible, y compris si ça marche pas, parce que sinon on va être relégué dans la course à l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle est une course. C'est une course dans la Silicon Valley. Il y a OpenAI, mais il y a aussi Google, Meta, et en fait il y a 2600 entreprises qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle en ce moment même. Et puis c'est une course aussi à l'international où chaque pays, à commencer par la France et l'Union européenne, essaye d'avoir une position préférentielle. Olivier Alexandre, des bulles, il y en a eu beaucoup
dans la Silicon Valley, des bulles au sens financier, mais des bulles aussi au sens technologique. Je crois qu'il y a quelques mois, on nous expliquait que le métavers allait changer nos vies. Aujourd'hui, le métavers, c'est un champ de ruines. Je crois que ça n'a abouti à peu près à rien, sauf à des casques que les enfants peuvent utiliser pour jouer au simulateur de vol. C'est bien, hein, mais ça ne débouche pas sur une nouvelle civilisation. Effectivement, la Silicon Valley fonctionne sur une logique de mode, de cycle, de vague. C'est les métaphores qui sont très souvent employées. Beaucoup ratent et quelques-unes fonctionnent. Ce que disent les investisseurs, c'est qu'ils sont à la recherche de big wave, la grosse vague. Donc la dernière grosse vague, c'était sûrement les réseaux sociaux. Celle d'avant, c'était Internet. Là, en l'occurrence, ce qui se passe avec... Le métavers a englouti beaucoup d'argent. Et a englouti beaucoup d'argent. Mais il y a aussi beaucoup d'argent dans la Silicon Valley. Après, on est dans un double contexte où on sort de la post-pandémie d'une certaine façon. C'est-à-dire que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de capitaux qui sont arrivés, peut-être un record en termes d'investissement. Et ensuite, les investissements du fait de la crise internationale ont baissé. Et le deuxième contexte, c'est une espèce de crise morale parce qu'effectivement, on a vu beaucoup d'entreprises qui ont failli, beaucoup d'entrepreneurs qui ont failli. Theranos, WeWork, Sam Bankman-Fried avec FTX. Alors là, on est carrément dans le domaine de l'escroquerie pour Theranos. Theranos, une société qui devait analyser notre sang en quelques secondes, qui n'a rien analysé du tout. Exactement. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle se retrouve dans une espèce de poche, de bulle qui cristallise beaucoup d'attentes et qui attire énormément d'investissements également. On va voir dans quelques minutes, dans une vingtaine de minutes, Olivier Alexandre, ce que l'intelligence artificielle change concrètement dans nos vies, parce qu'il y a des modifications concrètes, elles sont déjà là. On va vous les exposer dans une vingtaine de minutes. Vous avez publié La Tech quand la Silicon Valley refait le monde et vous serez rejoint par un entrepreneur, Gilles Moïse. Il a notamment publié Donnerons-nous notre langue au chat GPT aux éditions Le Robert. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. L'intelligence artificielle fait la une. Que va-t-elle nous apporter? C'est par exemple la une des Échos aujourd'hui. La révolution ChatGPT gagne les entreprises. On va vous expliquer concrètement en quoi ça consiste. Nous sommes en compagnie du sociologue Olivier Alexandre. On vous doit la tech quand la Silicon Valley refait le monde aux éditions du Seuil. Nous accueillons notre camarade François Saltiel qui est là avant 8h52. Heureux de vous voir à 8h20, Guillaume. Bonjour François. Et puis Gilles Moïse, entrepreneur. Vous présidez la société Récital. Récital, que faites-vous? Nous faisons des plateformes de traitement automatique des documents. Et donc ça, par exemple, c'est une application concrète de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on envoie beaucoup de mails à une grande entreprise, votre société les trie. On va être capable de les lire, de les trier, de regarder les pièces jointes, d'extraire l'information pertinente et donc de faciliter le travail du conseiller ou du gestionnaire. Vous avez notamment publié Donnerons-nous notre langue au chat GPT, l'impact de l'intelligence artificielle sur notre avenir. Olivier Alexandre, on vient d'entendre le billet politique de Jean Lémarie. Sur le plan politique, par exemple, est-ce qu'il y a des clivages politiques autour de l'intelligence artificielle? Ce qui est assez intéressant, c'est si on regarde en France notamment, c'est qu'on a plutôt un front commun. On a vu bien sûr notre président et puis le parti Renaissance pousser pour faire naître des champions. En France, on a vu que l'extrême gauche n'était pas totalement hostile aux nouvelles technologies, notamment lors de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. On a vu aussi des représentants de l'extrême droite plaider pour une intelligence artificielle nationale. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est en termes de géopolitique, quand on regarde les pays les plus enthousiastes à l'égard de l'intelligence artificielle et les plus inquiets, on s'aperçoit que en tête de peloton, on trouve la Chine, on trouve l'Inde, on trouve l'Arabie Saoudite, beaucoup de personnes de la population qui envisagent l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va permettre d'échapper aux tâches les plus difficiles physiquement, alors que le pays le plus inquiet dans le monde, c'est la France. Le pays le plus inquiet, c'est la France. Étonnant ça quand même, Gilles Moïse. Il y a une question de souveraineté nationale malgré tout. Oui, bien sûr. Tout le monde se rend bien compte que ces solutions-là sont utilisées tous les jours et par tout le monde. Et donc, évidemment, le fait de ne pas avoir chez nous, quand je dis chez nous, c'est en France ou en Europe, de champions de ces technologies-là, pose nécessairement la question du contrôle et de la souveraineté.
Alors attendez, vous dites chaque jour, par exemple, moi j'utilise de l'intelligence artificielle? Oui, vous utilisez très certainement Google. Quand vous posez une question à Google, c'est plein d'intelligence artificielle pour analyser la question que vous lui avez posée, pour aller chercher dans des index qui contiennent des milliards de sites web, pour générer une réponse, pour remonter le bon article. De la même manière, si vous utilisez Siri pour lui poser des questions, eh bien la conversion de votre voix en texte, c'est de l'intelligence artificielle. Quand Siri répond, la conversion du texte en voix, c'est de l'intelligence artificielle. Mais alors, les nouvelles suites, par exemple bureautiques, parce que ça aussi, on les utilise beaucoup. Microsoft annonce lancer donc une suite bureautique avec les éléments traditionnels qu'on connaît, Word, Excel, etc. Mais Copilot contiendra également de l'intelligence artificielle pour faire quoi? Alors, le copilote, ce sera l'assistant. Ça, c'est le grand usage de l'intelligence artificielle générative, qui est donc celle dont on parle beaucoup depuis un an, avec ChatGPT. En gros, on aura sur toutes nos applications de bureautique, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, une sorte de petit assistant en bas à droite à qui on pourra demander de générer des slides, de générer du texte. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez du trombone sous Word, mais 2024, ce sera l'année de la revanche du trombone. Toujours Voilà, sur l'écran, ben là, c'est la revanche du trombone en 2024. C'est-à-dire que cette fois-ci, il revient et ça marche. François Saltiel. Oui, Olivier Alexandre nous parlait tout à l'heure de la grande messe de Sam Altman lorsqu'il a proposé les GPT personnalisés, c'est-à-dire ces nouveaux IA qui seront taillés sur nos besoins, nos envies, pour qu'on comprenne bien, car vous êtes un professionnel de ces outils-là, qu'est-ce que ça pourrait donner, qu'est-ce que ça pourrait changer d'avoir donc ces IA qui seraient adaptées aux envies, à la personnalité. Quelle est la part de storytelling, quelle est la part de réalité par rapport à ces applications-là? Alors, l'une des difficultés de ChatGPT aujourd'hui, c'est qu'il a été entraîné sur un corpus de texte immense, mais qui n'est pas justement personnalisé ou spécifique. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises ont envie d'avoir leur ChatGPT, entraîné sur leurs données, avec leurs textes. Et donc, c'est ça la promesse de Sam Altman avec le GPT personnalisé, c'est le fait de dire, eh bien, le robot que vous allez avoir, il n'a pas simplement lu des millions de livres, tout Wikipédia, tout un tas de blogs, d'articles, etc. Il a également lu vos données, il parle votre vocabulaire, il connaît votre contexte. Donc c'est ça la promesse. Maintenant, ce sont des solutions sur lesquelles on travaille aussi aujourd'hui. Comme toujours avec ces IA génératives, il faut quand même vérifier ce qu'elles racontent. Il ne faut jamais oublier que ces modèles prédisent du texte étant donné du texte. C'est tout. Olivier Alexandre. Oui, je pense à nos auditeurs et nos auditrices qui peut-être se demandent ce qui est en train de se passer. Voilà, j'aimerais bien juste faire un petit pas de recul. L'intelligence artificielle, c'est le domaine quasiment le plus ancien dans l'informatique moderne, et on a eu déjà beaucoup d'hivers, beaucoup d'étés, et à chaque fois qu'il y a un été, c'est en fait la conjonction de plusieurs choses. Là, en l'occurrence, c'est au moins trois choses. C'est le déluge de données, qui est une conséquence d'Internet, le déluge de données, c'est-à-dire que voilà, on est de plus en plus d'internautes qui produisent de plus en plus de traces, et ces traces, c'est une grande masse. Alors donc c'est plutôt plus que le déluge encore, c'est le traitement de ce déluge. Alors je vais arriver. La deuxième chose, c'est l'arrivée de nouvelles générations de supercalculateurs, notamment Nvidia avec ses CPU, ses GPU, qui permettent justement de les traiter. Et puis la troisième chose, c'est trouver des techniques pour les organiser. Et de ce point de vue-là, on a une génération de grandes figures de l'intelligence artificielle, notamment Hinton, qui a baptisé le deep learning dès 2006, et des gens qui ont pris d'une certaine façon le pouvoir à partir de 2012, qu'on appelle des connexionnistes, et qui font des outils d'une certaine façon, des grands réseaux de neurones qui s'auto-entraînent et qui transforment l'intelligence artificielle en une boîte noire. Et ça inquiète beaucoup, ça questionne beaucoup la question de la régulation. C'est-à-dire concrètement, ça pourrait déboucher sur quoi ? En tout cas, ça débouche sur un certain nombre de fantasmes, qui est de dire que l'intelligence artificielle générale, voire la super-intelligence, est à nos portes, parce qu'on ne sait pas totalement ce qui se passe dans ces réseaux profonds de neurones. Et ça, c'est vrai, parce que alors, c'est aussi vieux qu'Asimov, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aurait une réalité, une possibilité de cela ? Du fantasme, ça c'est sûr, puisqu'il y a même Reuters qui a dit que l'origine des démêlés au sein de OpenAI viendrait d'une espèce de solution Q-star qui serait peut-être l'observation, dit-on, au conditionnel par 2 employés de OpenAI de cette super intelligence. Bon, je crois que toutes les personnes un peu sérieuses s'accordent pour dire qu'on en est très très loin. Peut-être 500 ans, peut-être 50 ans, on ne sait pas exactement si ça arrive un jour. En tout cas, ça pose
tout un tas de questions en termes de régulation. Gilles Moïse, bon, aujourd'hui on est sur des choses qui sont assez terre à terre, c'est-à-dire terre à terre, mais impressionnantes parfois. Donner par exemple un tableau Excel à ChatGPT qui va permettre une analyse de ce tableau Excel, une rédaction, vous insistez sur le texte, et effectivement c'est important. On peut donner aussi un texte à synthétiser à l'intelligence artificielle. Ça aussi c'est quand même quelque chose d'assez inouï, alors même que l'on sait, et c'est cela qui est un peu compliqué, que l'intelligence artificielle ne comprend pas le texte. Exactement, et d'ailleurs c'est ça ce qui fait fantasmer, en bien ou en mal d'ailleurs, sur la super intelligence. C'est-à-dire qu'effectivement, vraiment, ChatGPT, on lui a montré plein de textes, on lui montre, je sais pas, 500 mots, et puis on lui dit, à ton avis, quel est le suivant ? Puis ensuite on décale de 1, on lui montre les 500 mots suivants, et on lui dit, quel est celui qui suit ces 500 mots ? Donc simplement en l'entraînant à prédire le mot suivant, ce qu'on constate, et c'est ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il a appris à résumer, il a appris à traduire, il a appris à reformuler. Et ça, effectivement, ce sont bien des capacités émergentes. C'est-à-dire que personne ne lui a appris directement à résumer, à traduire ou à reformuler. Simplement, en prédisant le mot suivant, il a appris ça. C'est pour ça que d'ailleurs, Emily Bender, qui est chercheuse à NYU, dit « ce sont des perroquets statistiques ». C'est un modèle statistique qui dit, étant donné ce texte, voilà le prochain, le plus probable. François Saltiel. Oui, je pense que c'est intéressant de déconstruire aussi tous les fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Déjà, vous vous rappelez qu'il est assez mal nommé, puisqu'on parle justement de prédictif, il n'y a pas de conscience de ce qui est dit. Et par rapport justement à ce mythe, il est beaucoup nourri aux États-Unis, notamment par le mythe de la singularité. On en parlait tout à l'heure, de cette idée d'une superpuissance qui pourrait remplacer l'humanité. Quelle est la vision, vous qui êtes un entrepreneur français, quelle est la vision de la gouvernance justement française par rapport à l'IA ? Parce qu'on voit qu'il y a des enjeux géopolitiques, des enjeux idéologiques. Comment se place justement la France dans cette cartographie-là ? Gilles Moïse. Alors très clairement, la France veut prendre sa place dans cette géopolitique. Effectivement, si demain, tout le monde utilise pour générer ses documents, pour générer ses présentations, pour générer ses mails, si tout le monde utilise une IA américaine, il faut quand même se demander si elle n'a pas de biais, si elle dit bien ce qu'on veut dire, etc. Parce que même si les producteurs de ces solutions nous disent il faut bien vérifier le texte généré, on sait très bien qu'une fois qu'on a 2 pages qui sont préécrites, en fait, ce qu'on va envoyer à la fin ressemblera beaucoup à ce qui aura été généré au début. Mais ça, à cet égard, est-ce qu'on peut encore gagner cette bataille, sachant que Microsoft s'y met avec sa suite bureautique, sachant que Google a une longueur d'avance, est-ce qu'on va pas reproduire certains épisodes du passé comme on l'a vu avec le moteur de recherche français qui, hélas, n'a jamais vraiment, je dis bien vraiment, vu le jour? Alors évidemment, c'est ce qui fait peur à tout le monde. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard. Et d'autre part, on a déjà des acteurs en France qui font ça. Lighton et Mistral sont 2 entreprises françaises qui créent des grands modèles de langue. Donc on sait déjà le faire. Paradoxalement, c'est plutôt la suite bureautique qui nous manque que les grands modèles de langue. Oui, mais le problème, c'est que c'est la suite bureautique qui va être utilisée à une très large échelle. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a quand même des solutions libres qui existent et qui, je pense, vont s'équiper de ces grands modèles de langue pour effectivement proposer des solutions alternatives. Il est évident que dans tout un tas d'administrations en France, plus ou moins sensibles, l'usage de la suite Microsoft doit être questionné quand même. Pour quelles raisons ? Notamment pour des raisons de souveraineté. Aujourd'hui, quand on... Mais pas plus aujourd'hui qu'hier à cet égard. Non, mais ça l'est toujours. Et il faut toujours répondre à cette question. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est que plus la suite commerciale s'enrichit de nouvelles fonctionnalités, plus effectivement il est intéressant de l'utiliser par rapport aux autres. C'est pour ça qu'effectivement il faut rester dans cette course-là. Bon, on voit en tout cas, Olivier Alexandre, qu'il y a là aussi une reproduction des débats du passé, parce que toutes ces discussions-là, on les a eues jadis avec l'apparition d'Internet, du moteur de recherche, etc. Oui, effectivement, à chaque nouvelle vague d'innovation, il y a à peu près les mêmes peurs qui réapparaissent. Alors après, c'est pas parce qu'il y a les mêmes peurs qui réapparaissent qu'on est dans la même configuration. Bien sûr. C'est-à-dire que... Ou que ces peurs sont infondées. Sont infondées. Au moment de l'arrivée de la calculette, de l'ordinateur personnel et de ChatGPT, on n'est pas tout à fait dans le même monde et ça pose pas tout à fait le même type de problème. Et d'ailleurs, avec ChatGPT, en fait, on a quasiment les problèmes inverses parce que la peur qu'on a, c'est qu'il nous remplace ou qu'il soit hyper performant. En fait, aujourd'hui, les principaux soucis des gens qui suivent cette solution, c'est plutôt le nombre d'erreurs.
c'est aussi les problèmes de sécurisation des données. C'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle en règle générale. C'est aussi tous les problèmes de biais. Les biais en termes de genre et autres. Je parlais des usages, notamment, on l'a vu particulièrement à Hollywood, où l'utilisation sauvage, non accompagnée de copyright, sont à l'origine d'une mobilisation, une des mobilisations les plus longues et les plus dures à Hollywood. Et d'ailleurs, OpenAI est aussi, travaille aussi sur ce front-là, puisque une des annonces de Sam Altman il y a 3 semaines, c'était de dire que tous les utilisateurs de ChatGPT pourraient bénéficier du, je cite, Copyright Shield, du bouclier en termes de droit, et qui serait une espèce d'aide en cas de conflit juridique pour les utilisateurs, ce qui est une promesse extrêmement lourde, extrêmement importante, à un moment où la doctrine en fait de l'intelligence artificielle est en train de se mettre en place, aussi bien en Europe avec une logique top-down via la Commission européenne, qu'aux États-Unis à travers des batailles dans les juridictions et les cours de justice. François Saltiel. Oui, vous avez raison justement de rappeler toutes ces applications concrètes qui engendrent des nouvelles problématiques législatives, puisque le droit n'avait évidemment pas pensé à ces chamboulements-là. Dans la position justement de l'Europe, on voit qu'il y a une volonté de régulation, d'encadrement qui est très forte, peut-être la plus forte depuis ces dernières innovations. On est passé à côté des réseaux sociaux. Sur l'IA, l'Europe veut réguler. On entend beaucoup de voix justement d'entrepreneurs qui disent attention à pas trop réguler, car on casse justement la puissance de l'innovation. Comment vous arrivez à percevoir cette dialectique, cette opposition? Vous le sentez, vous, Gilles Moïse, puisque vous êtes entrepreneur? Oui, alors il y a effectivement 2 camps sur cette question. Il y a ceux qui disent attention, ne régulons pas trop, sinon effectivement on va casser la dynamique. Il y en a d'autres, dont moi, qui disent il faut fournir un cadre réglementaire minimal à ces solutions, sinon on ne pourra pas les déployer sereinement. C'est d'ailleurs pour ça, c'est ce que tu rappelais Olivier, que les entreprises comme OpenAI, mais également Google et Microsoft, ont promis à leurs clients de payer leurs frais juridiques s'ils avaient des difficultés de copyright. Ça veut bien dire quand même qu'il y a un risque là-dessus, et que moi, en tant que petit entrepreneur, qui n'ai pas l'argent de Microsoft, je ne peux pas garantir ça à mes clients. Donc il faut que la loi me protège sur ce sujet. Ça veut dire aussi, là, clairement, Gilles Moïse, qu'il y a un certain nombre de révolutions qui vont dévaster certains métiers, quand on veut créer une image, quand on veut créer, là aussi, un tableau, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, ça va pouvoir être très largement automatisé. Alors, en partie. Sur la création d'images, par exemple, je ne sais pas si vous avez essayé ces logiciels, les Midjourney, les DALL-E, etc. Alors, c'est assez rigolo, mais vous avez quand même dû constater qu'assez vite, ils génèrent toujours un peu, il y a une sorte de patine, il y a toujours un peu le même air. Moi, je trouve par exemple que sur DALL-E, auquel on peut accéder via ChatGPT, tout ressemble un peu à du Disney au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, ça ressemble à une sorte de cartoon. Non, pour un œil averti, oui, mais moi, si vous voulez, ça me renvoie par exemple à l'époque où les photographes ont été concurrencés par les banques d'images, puis par les images libres de droit. Pour un œil averti, évidemment, ça ne valait pas la photo d'un photographe, mais pour un œil non averti, ça suffisait largement. Moi, ce que je pense, c'est que comme à chaque phase d'automatisation, il y a des artisans humains de très haut niveau qui vont rester, et en revanche, des travaux peut-être de moins bonne qualité, plus industriels, qui vont se développer, comme avec le métier à tisser de jacquard. On s'est mis à faire du tissu en masse. Aujourd'hui, l'entreprise qui vaut le plus cher au monde, c'est celle qui fait des vêtements à la main. Et c'est LVMH. Donc, je veux dire, c'est que ça va être ces maisons-là. Autrement dit, les maisons humaines de gens qui réfléchissent, qui font un travail d'exception, vont continuer à exister. Et en revanche, des choses plus standards vont s'industrialiser. Olivier Alexandre, ce qui est singulier, c'est qu'il y a un certain nombre d'usages de ce qu'on appelait jadis l'intelligence artificielle qui sont moins promus dans, disons, le discours public. Par exemple, le fait de remplacer le conducteur d'une voiture. Ça, c'était très à la mode il y a quelque temps. Ça existe déjà dans certaines automaticités, mais disons qu'on n'en parle plus autant. Alors, à San Francisco, je peux vous dire qu'on en parle beaucoup. Ça crée tout un tas de problèmes avec des voitures qui vont... François Saltiel nous en a parlé à plusieurs reprises. Des visions dystopiques de la ville, effectivement. Ça pose beaucoup de problèmes. Alors, ce qui est intéressant de voir, effectivement, c'est que
à l'origine, et souvent ça a été répété, on envisageait que l'intelligence artificielle allait être robotique et remplacer les tâches les plus... permettre d'assurer les tâches les plus ingrates. Donc c'est un peu Wall-E, si vous voulez. On aurait un plombier, un balayeur, un conducteur, et donc on aurait pu à faire ses propres tâches. C'est une sorte de libération du coup, quasiment marxiste ou marxienne. En l'occurrence, ce qu'on voit aujourd'hui avec ChatGPT, c'est plutôt les professions, les types de tâches symboliques qui sont concurrencées. Et d'ailleurs, sur les quelques études qu'on a pu observer, ce qu'on s'aperçoit, c'est que en fait, ça supprime et ça permet de passer et de travailler sans un assistant ou sans une assistante. Par contre, toutes les tâches de conception, d'architecture, de structuration, ça reste un monopole humain encore. Et du coup, il y a quelque chose, il y a un enjeu de production, de système de production, y compris international, qui est en train de se mettre en place et qui est très important. C'est-à-dire qu'on risque de tendre vers des univers de concepteurs qui sont dans des zones les plus riches, les mieux dotés, les mieux équipés, versus des espaces d'exécutants plus périphériques. C'est déjà ce qui se passe avec OpenAI, qui collabore avec Samsa, qui est basé au Kenya, avec des gens qui sont travaillés à $2 de l'heure pour faire du toilettage dans des conditions psychologiques, sociales extrêmement difficiles. Et ça, cette doctrine-là, enfin, ce problème-là n'est pas du tout couvert par la doctrine européenne, par exemple, qui en gros poursuit 3 objectifs. C'est mettre des filets de protection sur les géants numériques menaçants venant des États-Unis, faire émerger des champions européens et troisièmement, veiller au bon développement de l'innovation, ce qui sont en fait 3 objectifs quasiment concurrents. Gilles Moïse, justement là-dessus, le fait qu'il y ait aujourd'hui des bulles, comme on l'a toujours vu pour les nouvelles technologies, des bulles avec des applications qui sont recherchées. Donc là, on est vraiment sur des applications textuelles, des applications qui relèvent presque de la bureautique et de ses conséquences, au détriment d'autres choses. Alors, je crois que ChatGPT ne va pas nous remplacer. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, la révolution, c'est que c'est une révolution de col blanc et pas une révolution de col bleu. Oui, c'est ça. D'habitude, effectivement, les machines viennent remplacer les gens qui ont des travaux manuels. Là, effectivement, ce sont les gens qui ont des travaux intellectuels qui se pensaient à l'abri avec des diplômes, etc. Donc, effectivement, ça, c'est un peu le changement dans cette révolution-là. Y compris les programmeurs, par exemple, ce qui est là aussi quelque chose d'assez étonnant. Oui, mais là encore... Il faut vérifier vraiment ce qui est produit par ces machines. Moi, je sais que dans mon entreprise, les gens utilisent le copilote. Mais le copilote ne programme pas du tout à leur place. Pourquoi ? Parce que ces machines-là sont quand même d'assez bas niveau. En gros, elles complètent un texte, mais elles ne vont pas avoir l'idée d'un texte. Elles n'ont pas de volonté, elles n'ont pas de projet, elles n'ont pas de conscience. Elles ne font que nous faire gagner du temps dans l'exécution de tâches routinières. François Saltiel. Non, c'est vrai qu'on a quand même un peu du mal à se repérer, puisqu'on entend parfois des grandes études qui nous disent que l'intelligence artificielle, notamment l'IA générative, va remplacer une quantité incroyable de métiers. On a parfois des exemples d'entreprises, notamment françaises, il y a quelques mois, qui dit avoir utilisé l'IA de manière un peu massive et qui a licencié des gens. Et en même temps, à vous écouter, et vous avez sans doute en partie raison, ça ne va pas remplacer tout le monde. Ça remplace qu'une certaine standardisation faite d'une certaine forme de travail. Donc, quelle est la réalité aujourd'hui de l'usage de ces outils-là au sein des entreprises et est-ce que ça remplace ou non des emplois ? Alors aujourd'hui, c'est utilisé notamment pour les développeurs, ça c'est clair. En termes de développement informatique, c'est très utilisé. Maintenant, là encore, ça ne remplace pas les développeurs. Et je vous promets que pour engager un développeur aujourd'hui, il faut passer un certain temps. Donc c'est toujours un métier en tension. Dans les gens qui créent du contenu, je dirais, un peu rapide, ou par exemple création de contenu de produits sans beaucoup de valeur ajoutée, oui, effectivement, ChatGPT peut être un concurrent. En revanche, dans tous les autres métiers. Alors, et là encore, on ne parle que des métiers intellectuels, il y a ensuite tous les métiers manuels. Le plombier, l'électricien, le serveur ou l'éboueur, ils sont contre-fiches de ChatGPT. Il ne faut pas oublier aussi quand même que une bonne partie des métiers ne sont pas que de la production de texte ou de la production d'images. Olivier, Alexandre, en un mot de conclusion, est-ce qu'on assiste à quelque chose de plus qu'une technologie ? Est-ce qu'on va pouvoir ranger l'intelligence artificielle dans les grandes révolutions qui ont modifié les rapports sociaux, l'organisation même de nos sociétés ?
Alors, on a affaire à ce qu'on appelle en sociologie un moment de panique morale, c'est-à-dire que énormément de peur, d'inquiétude par rapport à Il n'y a cette... pas que ChatGPT qui crée la cette, peur et l'inquiétude. absolument, vous avez absolument raison, mais en tout cas, on est dans ce moment-là, et comme bien souvent dans les moments de refondation, et ça, c'est une des leçons de la Silicon Valley, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants à travers une même promesse messianique. Donc, on verra comment les choses se passeront. Voilà, on verra d'ailleurs sur un certain nombre de sujets si le Messie va finir par venir ou pas. Olivier, Alexandre, la tech, quand la Silicon Valley refait le monde, donnerons-nous notre langue au ChatGPT, l'impact de l'intelligence artificielle sur notre avenir? C'est votre livre, Gilles Moïse, et il a été publié aux éditions Le Robert.